Bonjour, non pas bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur. Bonjour et bienvenue à Nice, mardi matin, 9 mai 2023. Nous nous préparons encore à faire une longue balade près du littoral où nous pouvons observer la Méditerranée, ce spectacle. En fait, c'est pas un spectacle, c'est une cohabitation des habitants avec la mer, ce qui n'est pas le cas au Québec. Nous ne cohabitons pas. Nous sommes, nous sommes à peine des témoins de cette gigantesque nature qui impose sa loi. Ici, les éléments n'imposent pas une sorte de, oui, de cohabitation. Je pense que le mot était juste. Vous avez bien compris que je ne passe pas mes journées enfermé dans une chambre ou dans une librairie ou dans ma propre bibliothèque pour lire des ouvrages dont je me fais un plaisir de vous rendre compte. Mais je lis de manière éparpillée, ici et là, quelques pages. Et je poursuis donc, et je vais avancer plus en avant, cette lecture de ce livre, Dysphoria Mundi, de Paul Béatrice Preciado. Et j'ai dit combien cet ouvrage était important. Et pour faire court et pour provoquer un peu la discussion, on pourrait qualifier Preciado de penseur en chef du wokisme. Personnellement, je suis exaspéré par ce combat mené par une droite conservatrice qui pressent bien que nous vivons peut-être, peut-être, les derniers moments de ce que Preciado appelle le capitalisme tardif. Preciado, de tout son esprit, de toute sa chair transformée, de tout son être de mutant, appelle à la révolution, qui est qui va devenir la seule manière peut-être d'échapper à la destruction du vivant sous toutes ses formes. Mais la révolution, telle que certains la fantasment, c'est-à-dire une révolution armée, n'est pas la proposition que fait Preciado. Il parle plutôt d'une sorte d'évolution des consciences. L'évolution des consciences, qui dans son cas à lui, s'est fait par une transformation ontologique. Alors, il a fait de lui-même, il a fait de son propre corps une sorte de laboratoire politique. Peut-être est-ce là mon unique réserve par rapport à son livre, c'est qu'il nous explique les stratégies d'enfermement que, que crée la technoscience, mais en même temps, lui-même s'est livré corps et âme à cette technoscience. Et je pense que la révolution ontologique peut passer aussi par une sorte de refus de devenir un mutant. C'est-à-dire, ce que je pourrais appeler, faute de mieux, l'ultra-straightisme, c'est-à-dire pas de psychotrope, pas d'agent transformateur, heu, abandon de tout, du maximum de chaînes technologiques. Par exemple, moi, je n'ai pas de téléphone. Je refuse d'être tracé. Je le suis ici, évidemment. Je n'ai pas d'illusion. Tout le monde est tracé. Et je dirais même, ceux qui refusent d'être tracés sont peut-être plus tracés que les autres. Mais je juge de ce que je crois être mon libre fait qu'il pourrait être considéré comme le du wokisme, mais je suis certain qu'il refuserait cette appellation, car ça serait être encore enfermé dans un univers binaire des pour, des contre. Mais les conservateurs qui, au fond, refusent le changement. C'est assez curieux. Ce sont eux, les conservateurs,
qui pensant défendre un certain nombre de choses, comme le familialisme, qui n'est pas, qui n'est pas une bonne chose pour beaucoup d'entre eux. Et le familialisme, j'entends par là la, la, la défense exacerbée de ce qu'on appelle les valeurs familiales, qui bien souvent se présente sous la forme d'une double aliénation entre le patriarcat et le matriarcat. Et les injonctions qui sont faites aux individus pour rester dans une structure familiale qui, pour beaucoup, est source de souffrance et d'aliénation. Alors, il faut impérativement, dans ce projet de libération par l'esprit, il faut pouvoir se dégager. Et donc, Preciado, ah oui, je vous disais que Preciado sans doute refuserait cette appellation car ça nous enfermerait dans une logique binaire. Alors oui, il s'est fait mutant à l'image d'une société en mutation. Il ingère divers produits pour ne pas accomplir la métamorphose, mais pour rester dans la métamorphose même de l'existence. Il incorpore des livres aussi. Les livres devenant à leur tour des agents de transformation. Ici sont sollicités Judith Butler, Suzanne Sontag, évidemment Gilles Deleuze et Félix Guattari, Michel Foucault, dont il fait une analyse très fine et où il nous dit à son grand étonnement que Foucault n'a jamais écrit ni sur la Shoah, ni sur les camps de concentration, ni sur l'arme nucléaire. Et les livres eux-mêmes qui sont des objets extrêmement fragiles. J'aimerais, et je vous disais aussi qu'il y avait du Philippe Solers dans ce... Car Solers aimait beaucoup, pour ceux qui le lisent et ceux qui le connaissent assez bien, aimait beaucoup déceler les petits faits sociologiques de peu d'importance, mais qui étaient quand même assez révélateurs. À partir de Femmes, qui est un vaste roman, j'ai envie de dire, biosociologique, il a, il a poursuivi tout au long des 40 années suivantes une, 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 une analyse du poste observateur. Parce que Solers avait à la fois l'oreille, il s'agit d'écouter, et il avait l'oreille musicale pour ce qui est d'écrire. Et il y a ça chez Preciado, car la trame de fond de cet ouvrage, c'est la mise en place de mesures technologiques de surveillance suite au COVID-19. Mais ça n'en fait pas de lui, ça n'en fait pas de lui ça ne fait pas de lui un conspirationniste, car pas une seule fois il dit que bon, ben, ça a été fabriqué dans des laboratoires à Yuan, échappé d'un laboratoire à Yuan, ou encore que c'est une maladie de peu d'importance. Au contraire, il, il juge que ce virus a été une véritable épreuve pour l'humanité. Mais ça a été l'occasion, comme toutes les crises le sont, de faire main basse sur la société et de mettre en place un système qui n'est pas loin, un système de surveillance, qui n'est pas loin d'être concentrationnaire. Autre chose, je n'ai pas terminé ma lecture et comme je vous l'ai affirmé dans la vidéo commise il y a 2 jours, j'ai l'intention, une fois le livre terminé, de rouvrir à nouveau et de tenter d'en extraire ce qui m'apparaît le plus essentiel de cet ouvrage qui est protéiforme, qui est construit presque... Il y a 2 choses qui m'ont frappé au niveau de la construction du livre. C'est que chaque chapitre, qui sont diversement longs, commence toujours de la même manière.
Je vais vous donner un exemple. Intérieur, extérieur. Plein, vide. Sain, toxique. Homme, femme. Blanc, noir. National, étranger. Culturel, naturel. Humain, animal. Public, privé. Organique, mécanique. Centre, périphérie. Ici, là. Numérique, analogique. Vivant, mort. Et là, il enchaîne tout de suite. Le narrateur est désaxé. Yel perd ses repères. Riel n'arrive plus à trouver sa place. Yel ne sait pas qui parle ou à qui appartient sa voix. Alors, intérieur, extérieur, et tout le long, c'est comme ça. Parce que ce qu'il veut bien nous montrer, c'est la binarité. C'est la binarité qui nous est, d'une certaine manière, infligée et qu'intellectuellement, nous pensons toujours en termes de contraires et en termes de contraires antinomiques. Ce qui fait qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à une pensée fluide. Nous sommes toujours, et ça, à force de le répéter, il le répète comme un mantra. Et peut-être qu'au début, on ne comprend pas où il veut nous amener, mais les exemples qui vont suivre, qui vont nous proposer, va nous amener à nous faire comprendre finalement notre propre état de pensée, qui est toujours soumis à un régime d'opposition. Et cette opposition se trouve au sein même de notre esprit. Au sein même, alors je pense que votre batterie est faible. Ça va être le même.